Comme vous le savez, toutes et tous, notre village a toujours inspiré les artistes. Chagall, Matisse, Miro. Mais fait insolite, depuis quelques jours, dans nos rues et ruelles se sont installés des ours et des gorilles. Ces sculptures monumentales sont toutes nées de la main de l'artiste ici présent. Michel Bassompierre est l'un des sculpteurs animaliers contemporains les plus célèbres. C'est donc un véritable honneur de l'avoir ici à nos côtés, durant tout le temps de la projection du documentaire « Les métamorphoses de l'ours polaire » de Rémi Marion. Il réalisera une pièce unique. Comme on ne fait jamais pareil que les autres, le nom de cette œuvre va être donné par les enfants de la classe de CP, CE1, de Madame Amiel, du groupe scolaire La Fontette. Bon, j'espère que ça vous a plu. Surtout, ce qu'il faut regarder, c'est ce que Michel est en train de faire aussi. Hein. Parce que lui, il n'a pas perdu son temps non plus. Hein. C'est magnifique, cet ours polaire que l'on a vu naître devant nous, en fait. Bravo, Michel. Donc, on a un petit peu de questions, peut-être ? Comment vous avez réalisé le film ? Alors, un film comme ça, c'est très très long, parce que tu as vu, on fait plein de choses, on fait plein de voyages. Et les chaînes de télévision, elles nous donnent un petit peu d'argent. Mais alors, ils n'auraient pas assez d'argent pour payer un film comme ça. Donc moi, j'organise des voyages, j'emmène des gens avec moi, et ce qui fait que je peux voyager beaucoup plus, toi. Et avec Catherine, qui est ici, là, eh bien, on a beaucoup voyagé. On est tous les deux, on a fait toutes les images de ce film. Et donc, pendant 7 années, on a récupéré des images un petit peu partout comme ça. Et puis, il nous manquait une séquence du film, très, très importante. C'est quand un ours brun et un ours polaire, ils se rencontrent. Alors ça, c'était très, très difficile, parce qu'il y a un seul endroit au monde où on peut le filmer. Et ça, pendant 2 semaines, on peut essayer, peut-être, tenter notre chance. C'est un peu comme au loto. Mais là, on a gagné au loto. On n'a pas gagné beaucoup d'argent, mais on a gagné ces images-là. Et donc, c'est très, très rare, parce qu'il faut passer la nuit au milieu des ours polaires. C'est très compliqué. Donc, pour faire un film comme ça, il faut beaucoup de temps. Il faut de la chance. Il faut un petit peu d'argent quand même. Mais surtout, c'est surtout un grand, grand bonheur de passer beaucoup de temps avec les ours, quoi. Puis après, de le partager avec vous. Oui, jeune homme. Pourquoi les ours ils sont bagarrés ? Ah ouais, ça c'est des questions de petits garçons, ça. Mais pourquoi ils se bagarrent ? Alors ils se bagarrent pour 2 choses. Hein. En général, ça peut quand il y a de la nourriture et qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc là, ils vont se bagarrer. T'as vu peut-être quand il y a la baleine, eh ben là, il y a beaucoup d'ours et là, ils se bagarrent pas. Tu vois ? Parce qu'ils partagent. Hein, donc ça, c'est drôlement bien. Et puis aussi, quand ils veulent faire des petits oursons, eh bien, il faut qu'ils se bagarrent parfois pour avoir une copine, tu vois. Hein, donc, c'est comme ça chez les ours, quoi. C'est surtout comme ça qu'ils se bagarrent. T'as une question ? Ils mangent beaucoup. Ah, ils mangent beaucoup. Oui, mais ils ne mangent pas toute l'année, tu vois. S'il fallait que tu manges tout ce que tu manges dans l'année en 6 mois ou en 8 mois, il faudrait que tu manges beaucoup, tu vois. Donc, et puis, surtout, ils essayent beaucoup d'attraper des phoques et souvent ils ratent. Donc quand ils en ont un, ils mangent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toi, ils mangent très vite. Tu as une question ? Quand il a peu de nourriture, il se bagarre parce qu'il veut manger que lui. Oui, c'est normal. Tu sais, quand il n'y a pas beaucoup de nourriture, malheureusement, ça se bagarre, toi. C'est dommage. Mais t'aimais bien quand il y avait du sang, ouais, c'est normal. Ils mangent pas des croquettes, les ours, hein, donc... Il peut nager combien de kilomètres ? Alors ça, c'est une question intéressante. Combien il peut nager de kilomètres ? Un ours polaire peut nager 600 kilomètres. Tu vois, 600 kilomètres sans mettre pied à terre, tu vois. Donc ça, c'est très très important. 600 kilomètres, c'est très très long. Allez-y, monsieur en régie, si vous voulez. Il t'aide quand il veut ? Il t'aide quand il veut, non, quand sa maman a veut, tu vois. Mais souvent, il t'aide très souvent quand même, parce que pour passer de 500 grammes à 12 kilos, eh bien, il faut prendre beaucoup de lait, et c'est du lait qui est très très gras, qui est 40% de matière grasse, c'est comme de la crème en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'il peut grandir aussi très très vite, quoi. Alors, vous savez, ce qu'il faut bien, c'est qu'il y a des tas de gens, des aventuriers, comme on dit, vous voyez, qui vont vous raconter que c'est très dur, qu'ils ont risqué de leur vie et tout ça. Mais ça, c'est pour faire monter la mayonnaise, comme on dit, vous voyez. Moi, ça fait 30 ans que je filme des ours polaires à peu près partout, des ours bruns aussi. On a eu quelques cas, je dirais, un petit peu compliqués, mais c'était de ma faute, parce que je suis allé un peu trop près, un peu trop vite, un peu, voilà. C'est pas de la faute de l'ours. Donc,
c'est certain qu'un ours polaire est potentiellement dangereux pour l'homme, parce qu'il peut nous prendre pour une proie. Mais c'est aussi un animal extrêmement intelligent, et si on ne lui laisse pas l'occasion de penser qu'on peut être une proie, eh bien il va passer son chemin et il va nous oublier, quoi. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas se mettre dans des conditions où on est seul, sans protection. Là, ça peut être un problème. Mais de temps en temps, bon, on est armé, on a aussi des fusées d'alarme pour leur tirer dessus éventuellement, ou on fait du bruit, ou on a des chiens, suivant les cas. Mais ce ne sont pas des animaux agressifs comme ça, bêtement, quoi. Oui, alors on ne sait pas si ça sera suffisant, évidemment, parce que le réchauffement climatique, le problème actuellement, c'est qu'il va très très vite. Vous l'avez peut-être remarqué, mais ça va très très vite et beaucoup plus vite encore dans le Grand Nord que chez nous. Hein, donc c'est 2 à 3 fois plus dans l'Arctique que chez nous. Et nous, déjà, on commence à se dire que depuis 10 ans, les choses changent. Hein. Donc pour qu'une espèce s'adapte, il faut des milliers d'années normalement. Donc, et il faut que le milieu aussi lui offre suffisamment de ressources. Et dans le Grand Nord, il n'y a pas beaucoup de ressources de remplacement, quoi. Donc pour l'ours polaire, c'est très compliqué. Évidemment, on peut supposer que ce sera très compliqué. Mais pour l'instant, la population d'ours polaire est stable. Hein, si vous entendez qu'il est en voie de disparition, celui qui vous dit ça, c'est qu'il veut vous voler 50 € en disant « donnez-moi 50 €, je vais sauver l'ours polaire ». Mais ça, c'est un escroc, ça. Donc la population d'ours polaire est stable, mais évidemment, elle est menacée. Et elle peut aussi s'écrouler très vite si les conditions se dégradent très vite, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut faire très attention. Oui, mademoiselle. 50 ans, y aura-t-il des ours polaires? Alors, j'ai pas de boule de cristal. Le problème, c'est que c'est toujours très, très embêtant de donner une date comme ça. En 2007, Monsieur Al Gore a fait un film en disant « Dans 15 ans, la population d'ours polaires aura diminué de 30 ou 40%. » Et heureusement, il s'est trompé. Heureusement, il s'est trompé. Le problème, c'est que quand on donne une information comme ça et que l'information n'est pas bonne, eh bien, les gens ils se disent « Ah, mais vous voyez qu'il n'y a pas de réchauffement climatique parce qu'on nous avait dit il y a 15 ans, la population tomberait. » Donc il faut faire très très attention aux informations que l'on donne. Et ça peut être aussi l'objet de notre discussion avec Stéphane. Mais c'est sûr que quand on écrit, quand on donne des informations, quand on fait des films aussi, on a une part de responsabilité sur ce que les gens peuvent percevoir de la nature. Et moi je ne sais pas si dans 50 ans, j'espère qu'il y en aura, d'après les conditions de glace actuelles, il y en aura entre autres au Canada. Le Canada a 2/3 de la population d'ours polaires au monde. Et la banquise va plutôt bien au nord du Canada, et encore pour une grande période. Alors la rencontre n'est envisageable à filmer que dans un seul endroit au monde, qui est la ville de Kaktovik, au nord de l'Alaska, l'extrême nord de l'Alaska. Un petit village de rien du tout qui fait froid dans le dos quand on y arrive. Il n'y a que des maisons en contreplaqué avec le vent et les tempêtes. Et on n'imagine pas du tout passer l'hiver là-bas. Mais il y a une population inuit, les Inupiats, qui vivent là-bas. Ils chassent les baleines, 3 baleines par an au mois de septembre. Donc, ce qui attire énormément d'ours polaires dans la région. Et on n'est pas très très loin de montagnes qu'on appelle le Brooks Range. Et donc là, il y a des grizzlies qui descendent jusqu'à la mer pour manger un morceau de baleine. C'est le seul endroit. Alors le problème, c'est que les Inuits dans cette région-là n'ont pas le droit de tirer les ours polaires, mais peuvent tirer les grizzlies. Et sachant que le tournage pour ça, c'est 40 000 € pour aller là-haut, hein, l'organisation. Donc quand on est arrivé avec ma femme Catherine, qui est ici, on est arrivé là-bas et on commence à faire le tour du village et on commence à voir une peau de grizzly qui est étendue devant la porte d'une maison. On nous a dit « Ah ouais, on l'a tué hier, celui-là. » Ah, on s'est dit, c'est dommage. Celui-là, on ne va pas le filmer. Et heureusement, il restait encore un grizzly dans la région. Les enfants de CP-CE1 ont eu la chance de pouvoir baptiser, donner un prénom à le petit ours né à Saint-Paul. Ça les a énormément motivés. Ça a aussi motivé les parents puisque nous avons demandé leurs suggestions. Donc plein de prénoms ont émané. Il y a eu Neige, Flocon, Snow, Mousse, Petit Flocon, Banquise, Willy, Mimi, Trognon, Teddy, Ourson, Boule de Neige, Lucky, Iceberg, Sushi aussi. Et donc ensuite nous avons dû procéder à un vote et donc c'est le choix d'Annabelle qui a été choisi. Voilà. Alors Annabelle, je te laisse annoncer ton prénom. Lucky. Voilà. Lucky. Lucky. Alors, tu peux peut-être expliquer pourquoi tu as choisi ce prénom. C'est elle qui l'a choisi, c'est elle qui le dit. D'accord ? Parce que Luck, ça veut dire chance en anglais. Et il a de la chance. Parce que... Donc, en fait, tu voulais souhaiter beaucoup de chance à ce petit ours polaire né à Saint-Paul. Donc, Lucky est un très beau prénom, bravo Annabelle. Et donc, tes copains t'ont suivi dans la classe.
Donc bravo Annabelle. Bravo Annabelle. Bravo et merci Annabelle d'avoir choisi ce très beau prénom. Merci à vous aussi en tout cas. Bon, on a cru que tu avais disparu là, Michel. Je me suis retourné, il y avait l'ours et tu n'étais plus là. Je me suis dit, on va faire une table ronde avec Rémi. Mais dis donc, en tout cas, tu m'as bluffé parce qu'on est arrivé vers 2h30. Tu as posé un bloc d'argile brute et à un clin d'œil, voilà un ours polaire, voilà Lucky qui apparaît. On a l'impression que l'ours, tu as l'ours dans la peau ou c'est toi qui arrives à te mettre dans la peau de l'ours, tu arrives à... Voilà. Comment c'est possible, un tel miracle? Je suis le fruit d'un miracle, ça doit être ça. Pourquoi ? Parce que ça va faire 50 ans, plus 50 ans, parce que j'étais aux Beaux-Arts déjà, je suis sorti des Beaux-Arts il y a plus de 50 ans déjà, et là j'avais une facilité, effectivement, une énorme mémoire visuelle. J'ai enregistré la forme des animaux, enfin certains animaux qui m'intéressaient de par leur forme ronde, parce que je trouvais qu'ils se prêtaient très bien à la sculpture. Voilà, et pour ça, à force d'en faire, on a l'impression que ça se fait tout seul. Peut-être que ça se fait tout seul dans mes mains d'ailleurs. Peut-être que mon cerveau ne fonctionne plus à ce moment-là, ou il est branché seulement sur les mains et je suis sourd. Mais en même temps, j'ai tellement dessiné dans les zoos, dans les cirques. Comme je dis toujours, dessiner et redessiner, c'est comme apprendre, réapprendre, réviser une leçon. Et finalement, la leçon est enregistrée. Je suis bon que pour dessiner et faire éventuellement de la sculpture. Je ne suis pas bon pour le reste, je ne suis pas bon pour la cuisine, ni rien. Ne me demandez pas d'inventer des plats. Est-ce que tu dirais, comme les penseurs animistes, que tu as l'animal dans la peau et que tu peux même penser comme un ours? Est-ce que tu irais jusque-là? Non, je ne suis pas... Même si on pense que je suis un ours, et quand mes enfants me sortent, ils se transforment en montreur d'ours, c'est sûr. Non, je ne suis pas... Je me mets pas dans la peau de l'animal, je ne suis pas l'animal, sauf sur le plan anatomique, quelquefois, parce que je dis à un sculpteur animalier, il doit être animalier, effectivement, bien connaître l'animal, ses mœurs, ses façons d'exister. Il doit être en même temps anatomiste, et c'est pour ça que j'ai dessiné pas mal de squelettes dans les muséums d'histoire naturelle, des choses comme ça, apprendre comment fonctionne cette charpente osseuse, voir comment ça fonctionne, et puis finalement derrière, c'est le sculpteur qui a le dernier mot. Mais c'est vrai que quelquefois, je me dis, hop, si j'étais un gorille, comment je me positionne, parce que le squelette du gorille est très proche de celui de l'homme. Le squelette de l'ours est très différent quand même, mais il prend des positions humaines, ce qui est assez étonnant. Mais quand on l'étudie bien, même dans la nature, parce que je regarde beaucoup de séquences, des séquences animées, hein, et là, c'est vrai qu'on voit que l'animal prend toutes les positions. Mais je me dis, bon, hop, si j'étais un ours, voilà, hop, comment je me positionne ? Mais de là à dire que je deviens, que j'ai l'esprit de l'ours, ou non, je grogne très peu, je crois, ou non, j'oublie de grogner. Quand on a préparé la rencontre, tu m'avais dit quand même une fois, pour bien faire un ours, il faut être un petit peu soi-même un ours. Donc il doit y avoir un écho, une résonance dans tes muscles, dans tes mains, avec la forme de l'ours. Quand on me demande pourquoi avoir choisi l'ours, c'est pas du tout du fétichisme et rien du tout. C'est parce que c'est quand même un animal, par sa forme, qui se prête énormément à la sculpture, tout en rondeur. Or, la courbe, les volumes en courbe se prêtent bien à la sculpture, puisque, si vous voulez, l'ombre et la lumière ne viennent pas faire... c'est pas franc, c'est toujours tout en douceur. Donc, je ne choisis à faire en sculpture que des animaux avec beaucoup de courbes, très ronds, très massifs quand même, quelquefois. Mais sachant que sous le pelage, sous la sculpture, sous la rondeur, on doit sentir un dessin précis au niveau anatomique. Hein. Sinon, au lieu d'avoir une forme ronde, on a une forme molle. J'en suis pas encore là. Est-ce que tu as conscience que lorsque tu fais cette forme d'ours, pour quelqu'un qui connaît très bien les ours sur le terrain comme Rémi, ce qu'on disait en arrivant tout à l'heure, l'ours on le voit effectivement, mais aussi on l'entend, quoi. On l'entend grogner, on l'entend le pas quand il pose la patte dans une flaque d'eau ou dans les feuilles mortes, on sentirait son odeur. Ils sont extrêmement vivants ces ours. Non, peut-être que c'est vrai, je suis un chasseur.
mais pas un chasseur avec un fusil, je suis un chasseur avec un crayon. Avec un crayon, avec mon couteau à modelage, c'est-à-dire que c'est vrai que je deviens quelquefois l'animal sauvage. Quand il s'agit d'observer l'animal, il faut devenir aussi sauvage que lui. Et je dis toujours, vous êtes derrière un animal, apparemment il vous tourne le dos, mais vous avez du mal à bien l'englober, mais lui, il vous voit très bien, même s'il vous tourne le dos, il vous voit avec ses sens, que nous on n'a plus, qu'on a perdu. Bon, et donc c'est pour ça que je dis peut-être que c'est peut-être un instinct chasseur qui fait que je sens l'animal. C'est plus facile pour moi d'ailleurs d'avoir des formes, donner l'impression que l'animal est vivant. Parce que pour moi, une sculpture, c'est pas quelque chose de figé, d'arrêté, ou que symbolique, c'est très vivant. Alors je me tourne vers Rémi. Rémi, tu as publié récemment un livre qui s'appelle L'ours, l'autre de l'homme, que j'ai édité aux éditions Actes Sud. Et ce titre, cette formule, l'autre de l'homme, c'est quelque chose que tu retrouves, que tu as retrouvé chez pas mal de peuples autour du monde, dans l'hémisphère nord, où les peuples autochtones ont créé une relation tout à fait particulière avec l'ours, parce qu'ils se reconnaissent dans l'ours, ou ils le reconnaissent comme un parent. Comment tu expliques cet invariant là? Oui, c'est certain que je dirais que le cheminement de l'ours et de l'homme, eh bien, c'est de longue date. C'est un cheminement qui dure depuis plusieurs dizaines de milliers d'années maintenant. Et puis, bon, là, dans tous mes travaux, et donc depuis aussi ce livre, L'ours, l'autre de l'homme, eh bien, moi, j'ai continué aussi à apprendre que les hommes ont beaucoup appris de l'ours. Ils ont beaucoup appris à utiliser les plantes, par exemple, à se nourrir, parce qu'on a le même régime alimentaire. Donc ça, c'est très important. Les femelles allaitent leurs petits aussi, comme les humains. Si vous voyez une femelle, on le voit dans le film, qui va allaiter. Donc il y a aussi cette relation de parenté, on va dire, entre les deux, de fraternité, et ça depuis des milliers d'années. Donc c'est pour ça aussi que la relation est très très particulière. Je pense qu'elle n'existe pas avec d'autres espèces animales entre l'homme et l'ours. Donc cette fraternité de puissance, d'occupation du territoire, d'alimentation. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Malheureusement aussi, quand on est avec des chasseurs, et ça c'est très, très troublant, si vous dépouillez un ours de sa peau, et bien dessous, eh bien on voit le corps quasiment d'un humain. Donc on imagine que les chasseurs, quand ils allaient à la chasse à l'ours, eh bien ils dépouillaient la peau d'un ours et ils trouvaient un humain dessous, quoi. Donc on imagine la duplicité entre les deux, et tout ça sont des choses très très troublantes justement de cette fraternité, de cette, je dirais, comparaison entre les deux espèces animales. C'est que cette proximité, elle a été observée parmi tous les peuples humains du monde, quoi que ce soit en Amérique, en Sibérie, en Scandinavie, partout où il y a des ours et des hommes, les hommes ont toujours considéré l'ours comme un parent. Tout à fait, et ça s'explique aussi parce que quand les Homo sapiens ont quitté l'Afrique il y a à peu près 70 000 ans, eh bien ils sont rentrés en Europe, au Moyen-Orient, et puis là il y avait déjà des ours. Et donc ça veut dire que dans toute leur migration, les humains, soit vers l'Est, vers la Sibérie, et plus tard vers l'Amérique, ou vers l'Ouest, vers la France, l'Espagne, ainsi de suite, eh bien ils ont toujours côtoyé des ours. Donc ça veut dire qu'ils ont aussi emmené avec eux leurs croyances, leurs légendes, leur connaissance de l'espèce. Et donc quand les humains sont passés d'Asie à l'Amérique par le détroit de Bering, ils emmenaient dans leur bagage quelque part tout ce savoir de l'espèce ours, et ils ont retrouvé des ours, pas exactement les mêmes côté américain, mais ils ont aussi retrouvé des ours. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette pérennité assez incroyable des croyances, et aussi cette homogénéité des croyances sur tout l'hémisphère nord, parce qu'on a des croyances qui sont similaires dans les Pyrénées, comme chez les Aïnous au nord du Japon, comme en Sibérie, comme les Indiens du sud-est des États-Unis par exemple. Et ça, c'est tout à fait étonnant, et je pense que c'est tout à fait propre à l'ours aussi. Est-ce que ce n'est pas propre à l'ours brun? Est-ce que tu observes la même chose avec l'ours blanc et les populations inuites du Grand Nord? Alors forcément, il y a des glissements, mais je dirais les populations qui ont découvert l'ours polaire, à un moment donné, ils connaissaient certainement l'ours brun, et donc ils avaient déjà un fond de connaissance de cette espèce. Et là, ils ont changé de couleur, mais avec un comportement aussi différent. Mais on voit aussi des glissements, justement, entre autres, les légendes pour ça sont extrêmement importantes, parce que les légendes nous apportent beaucoup d'informations sur la connaissance et sur la relation entre les espèces animales et les humains. Et justement, on voit certaines légendes qui ont évolué
je dirais, de légendes qui étaient bien connues en Eurasie et après qui ont évolué vers les régions arctiques avec ce nouvel ours polaire. Mais on retrouve les mêmes fondements, entre autres, il y a des histoires de rapt de femmes par des ours. Et bien ça, on l'a aussi bien chez les ours polaires que chez les ours bruns, quoi. Donc on voit bien que les hommes ont emmené dans leur bagage toute cette connaissance de l'animal et puis toutes les légendes qui ont permis de cohabiter aussi. Michel, est-ce que c'est ce bagage culturel qui traverse les générations et les siècles, de cette proximité des humains avec les ours Est-ce que c'est cette culture-là qui t'a attiré vers l'ours ou Non, c'est pas spécialement cette culture historique de l'ours. Mais pendant que Rémi parlait justement de cette relation entre les populations et l'ours, on sent que les populations qu'on appellerait un peu primitives ont un profond respect pour l'ours. C'est-à-dire que dépouillent l'ours, ils voient l'homme dedans, mais sans dépouiller, pour eux, il y a une espèce de croyance, c'est entre l'homme et le Dieu. Sauf chez nous, enfin, dans nous autres occidentaux, où on tue l'ours sans aucun respect, comme si c'était déjà un tapis ou je sais pas quoi. Donc, on a peut-être perdu cette humanité sauvage qu'avaient ces populations primitives. Nous sommes même plus des sauvages, même plus des humains. C'est peut-être un peu dommage. Non mais tout à fait, et ça c'est tout à fait symptomatique justement, entre autres les chasseurs de trophées, quoi, qui tuent vraiment uniquement pour le plaisir, et en plus tuer un ours c'est tout bête, hein. Un bon fusil à lunettes à 150 mètres, il n'y a aucun problème. Un ours qui mange des carottes, parce que les ours bruns en particulier mangent des racines, des carottes, ils mangent des ruches, ils mangent des abeilles, enfin ce ne sont pas du tout des prédateurs comme on le dit dans les Pyrénées, qui ne mangent que des moutons et qui sont assoiffés de sang, pas du tout, ce sont des animaux surtout végétarien, et donc quand un chasseur abat un ours qui est tranquillement en train de manger des racines, eh bien on voit très très mal ce qui peut le pousser à faire ça. Mais c'est certain que les populations autochtones, avant les indigènes, ce soit au nord du Japon ou en Amérique du Nord, en fait devaient se purifier avant d'aller à la chasse à l'ours, parce que c'était aller tuer un frère, un parent, le grand-père qu'il fallait aller tuer. Ils le faisaient par obligation, parce qu'ils avaient besoin de manger, ils avaient besoin de sa fourrure, mais ils le faisaient par obligation, mais donc ils devaient se purifier. Et il y avait énormément de tabous autour de cette chasse. Évidemment que les chasseurs modernes, eh bien, ont oublié cette humanité, comme tu le dis très bien, Michel. Rémi, est-ce que tu peux nous rappeler la transformation de l'ours brun, de cette population un peu isolée dans la banquise il y a quelques centaines de milliers d'années, de l'ours brun en ours blanc? Là, tu parlais d'une transformation du crâne, de la morphologie, de la peau. Est-ce que tu peux nous rappeler ces adaptations extraordinaires? Oui, alors tout à fait. Et en plus, c'est une connaissance maintenant qui évolue presque tous les jours avec la génétique. Donc maintenant, on en sait beaucoup plus sur le passage, cette fameuse métamorphose entre l'ours brun et l'ours polaire. Et métamorphose aussi que je tiens à le mettre en avant, que Michel, il n'y a pas longtemps que Michel fait des ours polaires, et il a fait aussi une espèce de métamorphose, de passer de cet ours polaire, de cet ours brun à l'ours polaire. Et c'est pas si simple, j'espère que tu nous le diras. Et en particulier au niveau de la morphologie des pattes, de la démarche de l'animal et de la forme du crâne en particulier. Et la forme du crâne est vraiment l'adaptation principale, parce qu'il faut imaginer que cet animal qui est omnivore, l'ours brun, eh bien, il a besoin de mâchoires extrêmement puissantes. C'est pour ça qu'il a une tête très large, avec des mandibules très très puissantes pour broyer des racines, pour broyer des branches dans lesquelles il y a des vers, par exemple, et tout ça. Donc il a besoin d'une musculature très très puissante. Alors que l'ours polaire, lui, il n'a pas besoin de cette musculature. Donc c'est aussi pour ça qu'il a une tête beaucoup plus fine, il a moins de muscles au niveau de la mandibule, parce qu'il va manger de la chair. Et la chair, ça nécessite moins de puissance pour découper. Et en plus, l'ours polaire, lui, quand il chasse le phoque, par exemple, il a besoin de se glisser dans le trou de respiration du phoque, de glisser sa tête dans le trou pour rattraper le phoque qui vient à la respiration. Donc là, il faut une tête relativement fine qui va se glisser. Donc tout ça a été fondamental du passage des deux espèces. Donc ce changement de régime alimentaire a été fondamental dans l'évolution de l'espèce. Et après aussi, il y a le déplacement, parce qu'un ours brun, quand il marche, il est un peu balourd, hein, il tourne, il roule des épaules un peu, et puis il va poser les pattes, même si
Michel arrive à nous faire, entre autres celui-là, cet ours-là, moi je l'adore parce que faire un ours qui court, c'est extrêmement compliqué au niveau des équilibres et des muscles justement. Mais l'ours brun, il est plutôt un peu balourd comme ça, alors que l'ours polaire, vu qu'il marche sur un substrat qui est extrêmement fragile, qui est de la neige ou de la glace, eh bien il a un posé de pattes très très particulier. Et en fait, il ne doit pas casser le sol, donc il va falloir qu'il pose simplement la patte avec délicatesse, ce qui lui donne aussi cette allure, je dirais, de danseur du toit du monde, parce que justement, il a une allure très très élégante que n'a pas nécessairement l'ours polaire. L'ours brun. Il enroule la patte. Alors en fait, c'est tout un mouvement qui a été étudié au Muséum d'histoire naturelle de Paris, au laboratoire de locomotion. Et bien en fait, il va passer sa patte devant comme ça. Il va la mettre en tension en fait entre l'épaule et la patte pour juste la poser avec délicatesse sans choquer le substrat. Parce que si on choque, nous par exemple, quand on est sur la neige ou quand il y a une fine couche de glace, on va choquer le substrat et on va passer à travers. On va perdre beaucoup d'énergie. Tandis que l'ours polaire, lui, il va poser sa patte, il va faire basculer tout son poids sur cet axe en fait, eh bien ça va éviter de casser la neige. Et ça, c'est vraiment une adaptation fondamentale qui est cette démarche de l'ours polaire très très particulière et très différente de l'ours brun. Ouais, on le voit très bien et ça, c'est vraiment symptomatique de l'économie d'énergie parce que tous ces animaux-là qui sont adaptés à des régions extrêmes comme les régions arctiques, eh bien, ils doivent économiser leur énergie. Et en plus, double problème, comme ils sont très très bien isolés pour s'économiser du froid, il ne faut pas non plus qu'ils fassent monter leur température intérieure. Donc ils sont comme nous à 37 degrés. Et c'est pour ça que les chasseurs tuent facilement des ours polaires. Ils les font courir. Au bout de 2 km, sa température est à 42 degrés. Et il attend de se faire tuer, l'ours polaire. Et donc pour économiser cette énergie, pour ne pas s'échauffer non plus, eh bien, l'ours polaire met sa patte arrière dans la trace de sa patte avant. Donc comme ça, il a enfoncé légèrement la neige. Et puis la patte arrière va continuer à l'enfoncer, mais il va dépenser moins d'énergie. Donc c'est vraiment des adaptations tout à fait extraordinaires. Ouais. Et alors, Michel, raconte-nous, en tant que sculpteur, tu as passé du temps à sculpter des ours bruns, et puis un jour, peut-être à la faveur de la rencontre avec Rémi, tu t'es mis à faire des ours polaires. Comment... J'avais fait un petit peu d'ours polaires, mais je ne les exposais pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain sculpteur, en 1922, oui c'est ça, 1922, qui d'un seul coup est apparu quand même sur le devant de la scène, qui était François Pompon, avec un magnifique ours polaire. Moi, j'ai dit, je ne vais pas faire d'ours polaire parce qu'on va dire que je fais du plagiat. Donc, je faisais des ours bruns, des ours bruns, des ours bruns. Et puis un jour, j'ai rencontré un ami qui disait, mais quand même, il y a des ours polaires qui existent. Bon, alors, je me suis remis à faire des ours polaires pour de bon. C'est pas le même crâne, effectivement, c'est très différent. La tête est plus petite, le cou est plus long, je pense que si on regarde les vertèbres cervicales, elles sont plus longues. Enfin, il y a plein de différences. Mais c'est très important d'être anatomiste aussi quand on est sculpteur. Ça donne beaucoup plus de puissance et de réalisme à la pièce qu'on va créer. Oui, et dans le film, et tu l'as repris, il y a le mot, on entend le mot d'élégance. Est-ce que tu utilises ce mot là aussi pour qualifier l'ours ? Mais il n'y a qu'à regarder tous les dessins dans les grottes, tous ces œuvres pariétales, c'est toujours élégant, c'est toujours symbolique, c'est toujours très beau et très bien dessiné, c'est simplifié. Donc, quand on fait un animal, il faut que ça reste élégant. Quand on fait un humain, surtout maintenant, on n'a pas besoin de l'aide, puisqu'on ne cherche pas l'élégance spéciale. Est-ce que c'est cette élégance que tu cherches aussi chez le gorille ? Je sais que tu fais aussi tu sculptes des gros chevaux de trait. Qu'est-ce qui t'attire dans tous ces animaux ? La rondeur, la puissance, mais puissance contenue, pas de la brutalité. On veut représenter actuellement, on présente des animaux sauvages comme étant des bêtes féroces. Mais non, l'humain est féroce, il peut être féroce 48 heures par jour. L'animal, non. Il peut être féroce quand il s'agit de défendre son repas ou défendre ses petits, mais sinon il est toujours placide, il se repose, c'est pas un malade ni un maniaque, quoi. Donc je choisis des animaux avec rondeur, peut-être parce que pour moi, finalement la rondeur c'est la tranquillité, c'est le calme. Un jour, quand on discutait ensemble, tu disais que tu avais gardé vraiment vivant en toi ton émerveillement d'enfant. Et c'est aussi quelque chose dont tu parles aussi, toi, et vous travaillez tous les deux à transmettre cet émerveillement. Est-ce que pour vous, c'est important ? Moi, je suis un vieil enfant qui continue à faire ses jouets.
C'est-à-dire qu'il faut continuer. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on va passer dans le trou un jour qu'on doit devenir un vieux pour autant. Bon, c'est pour ça que je dis il faut garder ses rêves d'enfant jusqu'à la fin de ses jours, et même au-delà si c'est possible. Avec les progrès de la médecine, je pense qu'on va peut-être y arriver. Non, mais c'est certain que c'est très très important de garder l'émerveillement. Et moi, je présente mes films et je vais assez souvent au contact des jeunes, des enfants, enfin de plus ou moins âgés. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec des jeunes en prépa aussi. Et on voit que cette qualité du rêve et de l'imagination et tout ça, maintenant, est complètement passée à la trappe. Et pourtant, c'est ce qui me permet aussi d'avancer, de rêver. Et aussi, moi, ce que je regrette beaucoup dans ce rêve que l'on perd, eh bien, c'est aussi la complexité des choses. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la complexité, comme le montre Michel dans ses sculptures, la complexité des personnalités. Si on prend cet ours-là et cet ours-là, ils n'ont pas la même personnalité, comme dans la nature. Et c'est cette complexité qui permet aussi le rêve, justement, parce qu'on peut imaginer des tas de choses. Si tout était lisse, si tous les ours étaient les mêmes, si tous les humains étaient les mêmes, il n'y aurait plus de complexité, il n'y aurait plus de rêve. Et je pense que c'est ça vraiment qu'il faut mettre en avant. Et dans le travail de Michel avec les ours, moi j'adore, parce qu'à chaque fois que tu sors un nouvel ours, eh bien, c'est plus le même ours, c'est plus la même personnalité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous voyez une femelle avec 2 oursons qui sortent de la tanière, ils ont 3 mois, eh bien, vous voyez déjà des personnalités. Et c'est ça qui est drôlement important. Il n'y a pas que les humains qui ont des personnalités, les animaux aussi. Et dans une fratrie, même avec des petits de 3 mois, on voit déjà un aventurier, un ourson extraverti, un emmerdeur, excusez l'expression, et on peut avoir aussi un timide et tout ça. Et donc c'est aussi ça qui est important, c'est de voir cette diversité de personnalités chez ces animaux. Et grâce aux sculptures de Michel, eh bien, il n'y a pas une sculpture qui se ressemble. Et les animaux, on le sent, celui-là, il est certainement plus tranquille, en train de lécher ses pattes pleines de miel, que l'autre qui est en train de courir, là. Eh bien, ce ne sont pas du tout les mêmes ours. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que de plus en plus on entend dire que c'est l'émerveillement devant la beauté du monde qui nous sauvera et qui nous permettra de sortir de cette société assez mortifère? C'est l'émerveillement. C'est l'émerveillement. Savoir s'émerveiller. C'est éviter de passer à côté de tout. Ouvrir les yeux, ne pas faire de bruit, et puis même fermer les yeux et écouter autour de soi, parce que le silence, il est toujours riche de plein de petits sons. Et je crois que c'est François Sarlo qui disait que chaque fourmi est différente de sa voisine. Tout animal, toute vie différente. On ne connaît pas suffisamment les plantes, parce que je dis toujours, je parle du frère animal et de la sœur, notre sœur la plante. Et les plantes, c'est peut-être pareil. 2 salades sont peut-être différentes. On n'est pas capable de voir la différence, mais c'est la richesse. C'est une richesse, la diversité. Oui, complètement. Et je pense que cet émerveillement, il faut le conserver, il faut le faire vivre. C'est vraiment une flamme parfois un peu ténue. On a un peu de mal à le faire tenir, cet émerveillement. Mais justement, grâce à l'art, entre autres, grâce au reportage qu'on peut faire, grâce au livre que Stéphane peut éditer, tout ça, ça vient se nourrir et vient nourrir aussi tout type de population, aussi bien les gens qui peuvent accéder à ces œuvres d'art, mais aussi les gens qui peuvent voir les films. Et cet émerveillement, c'est vraiment ce qu'il faut cultiver avec toutes les manières. Et on a la chance, Michel, comme nous avec nos films et comme toi avec tes livres, de pouvoir justement apporter notre petit grain d'émerveillement pour que ça se transmette le plus longtemps possible, quoi. Est-ce que tu pourrais, Rémi, nous parler d'une récente découverte scientifique qui est pleine d'espoir, parce qu'apparemment il y aurait une population d'ours blancs au Groenland qui s'en sortirait peut-être pas si mal que ça face au changement climatique? Ouais, juste rapidement, j'ai commencé à l'aborder tout à l'heure. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui vous disent l'ours polaire va disparaître. Alors, l'ours polaire va disparaître certainement, mais ce qui risque de disparaître, c'est surtout notre société et notre mode de vie, peut-être même avant l'ours polaire, hein. Donc ça, c'est juste à mettre en avant. L'ours polaire, ou la nature du moins, et la planète encore plus, évidemment, il risque de se modifier, mais notre mode de vie tel qu'il est, sans aucun doute, va devoir se modifier. Mais l'ours polaire, c'est vrai, va devoir s'adapter. En général, une espèce, pour s'adapter à des changements climatiques, à des changements d'environnement, à des changements d'alimentation, nécessite plusieurs milliers d'années parfois. Et là, ça va très très vite, le réchauffement actuel. Et là, étonnamment, au Groenland, il y a une publication scientifique qui a, émis des hypothèses tout à fait intéressantes sur une population qui était connue, hein, on les connaissait, ces ours polaires-là, mais il y a une étude génétique qui a démontré qu'ils étaient assez isolés au sud-est du Groenland. Et ces ours polaires-là ont un mode de vie très particulier. Ils se passent quasiment toute l'année de banquise.
hein, vous avez vu dans mon film, qui date de 2015. Je suis obligé de faire, à chaque fois que je fais des conférences, je les réactualise. Eh bien, cette population d'ours polaires du Groenland vit grâce aux morceaux d'iceberg. Il y a des phoques qui viennent sur les morceaux de glace dérivants, donc de la glace d'eau douce, pas de la banquise. Et bien grâce à ça, il y a une population d'ours polaires de 300 individus à peu près qui vit justement différemment des autres ours polaires. Et ça, c'est vraiment intéressant à comprendre que dans certaines zones, moi j'ai eu l'occasion, les images ne sont pas là parce que je les ai faites après le film, j'ai filmé des ours polaires qui mangeaient de l'omble arctique, c'est-à-dire comme des saumons, et qui les pêchaient sensiblement comme des ours bruns. Mais c'est une toute petite zone. Donc ça veut dire qu'il y a certainement, dans tous les aires de répartition des ours polaires, des petits isolats comme ça de population qui vont s'adapter à une nouvelle nourriture, peut-être. Alors ça va peut-être leur suffire un certain temps. Il faudra voir dans la durée aussi. Mais tout ça, c'est assez intéressant aussi de voir que tout n'est pas ni blanc ni noir, il y a aussi du gris, donc des zones que l'on ne connaît pas, et c'est tant mieux. Et ça donne aussi de l'espoir, parce que ça prouve aussi qu'il y aura peut-être des moyens d'adaptation. Mais l'ours polaire, actuellement, comme je le disais tout à l'heure, la population est stable. Il y a à peu près 27 000, entre 27 000 et 30 000 individus. Elle est relativement stable, et entre autres dans la partie canadienne, où il y a 2/3 des populations d'ours. Voilà, donc toutes ces études, ces populations un peu isolées, eh bien, ça donne beaucoup d'espoir et beaucoup d'intérêt aussi pour ces espèces, quoi. Michel, est-ce que tu pourrais nous faire visiter un peu les coulisses de ton atelier et nous dire ce qui va advenir de ce jeune ours qui est né là sous nos yeux, Lucky. Est-ce que tu vas poursuivre la sculpture? Est-ce tu vas le cuire? Est-ce que tu vas le mouler? Cette pièce, évidemment, il faut que je retravaille dessus parce que j'ai fait en 1h30, 1h15, je sais plus. Bon, c'est un petit peu rapide. Je vais retravailler évidemment dessus, donc je vais le remouiller, qu'il soit un peu plus tendre à travailler. Ensuite, je vais les faire sécher pendant 2 mois, mettons, pour être tranquille, et je vais le cuire. Non pas pour le manger, mais une fois cuit, je pense qu'il va revenir dans la commune. Je sais pas, je pense qu'il a un destin déjà qui est enregistré quelque part. Donc il va revenir dans 2 mois, 2 mois et demi, le temps du séchage et de la cuisson, et puis de la finition, évidemment. Voilà, donc il n'est pas perdu. Bon, par contre, évidemment, tous mes animaux sont asexués parce que je ne veux pas qu'ils soient produits sans mon autorisation. Est-ce que dans le public, vous avez des questions pour Michel et Rémi? Lucky, c'est la première fois que vous le faites dans cette position? Vous avez été inspiré sur place comme ça? Non, je démarre, j'avais fait un vague croquis avant de venir, bon, je vais le faire assis, parce que faire un ours qui marche, fallait prévoir un support pour qu'il s'effondre pas, tout ça. Bon, je vais le faire assis, et puis je démarre, je positionne les membres postérieurs, et puis, je positionne les pattes avant, puis, j'en sais rien, je laisse faire mes mains. Oui, mais tu dis qu'ils sont asexués, mais excuse-moi, mais là, moi, je vois une jolie femelle qui va allaiter ses petits incessamment, tu vois, parce que c'est exactement la position, avec la patte comme ça, et moi, je vois bien 2 petits oursons qui vont venir... c'est la preuve qu'elle a dû échapper ma surveillance. Je ne savais pas. Allez, d'autres questions, si vous avez, profitez-en. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de danger, qu'il n'y avait pas de diminution de la... Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de danger, j'ai dit que pour l'instant, la situation était stable. Mais voilà. On ne peut pas envisager de les sauvegarder, de faire les... C'est-à-dire? Il n'y a pas, par rapport aux chimpanzés, il n'y a pas déjà des moyens de sauvegarder, d'essayer de les protéger? Alors les protéger, c'est compliqué. Alors, un ours polaire, ça parcourt à peu près l'équivalent de la moitié de la superficie de la France en une année. Hein. Donc vous voyez, on va pas les mettre... Quand je vois un ours polaire dans un zoo, par exemple, là on attaque un sujet qui est très très sensible pour moi, c'est une honte absolue, c'est un scandale. Donc un ours polaire n'a rien à faire dans un zoo. Il lui faut de l'espace, il lui faut un mode de vie de prédateur. Il ne doit pas attendre sa soupe à heure fixe dans un parc avec une eau saumâtre, quoi. Donc un ours polaire a besoin de se déplacer. Alors la seule façon de les sauvegarder, une des façons déjà, c'est de leur... dans les zones de tanière, quand les femelles mettent bas, ils ont besoin de tranquillité. Donc ces zones-là, on sait où elles sont.
Donc déjà, il faut limiter l'accès à ces régions-là. Ce qui se fait très bien au Spitzberg, par exemple, au nord de la Norvège, où là, tout ce qui est raid en motoneige et tout ça est interdit pendant l'hiver pour ne pas perturber la reproduction des ours polaires. Donc ça, c'est très très important qu'ils aient la tranquillité. Alors après, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des zones où il y a des ours polaires où maintenant vous avez des mines, vous avez des puits de pétrole, vous avez des pipelines, des gazoducs et tout ce que vous voulez. Donc là, ça devient compliqué. Entre autres, au nord de l'Amérique, au nord de l'Alaska, dans la zone de Kaktovik, vous êtes tout près de zones d'exploitation de champs pétroliers extrêmement importants. Donc heureusement, Obama a fait classer ces régions en parc national, a protégé les ours polaires. Trump, évidemment, a dit le contraire, forcément. Mais il faut absolument préserver ces zones de tranquillité, quoi. Et après, on ne peut pas faire grand-chose d'autre hormis les laisser tranquilles, quoi. On ne va pas leur donner à manger artificiellement parce que ça veut dire qu'on les rend dépendants. Et puis, comme ce sont des animaux extrêmement intelligents, si on leur donne à manger et qu'ils voient d'où est la source de nourriture, ils vont y revenir. Et puis, comme dans un petit village que je connais très bien au Canada, Churchill, ils ont très vite compris que si ça sent les muffins, le mieux c'est d'aller dans la cuisine et de voir si on ne peut pas attraper les muffins dans le four, quoi. Donc il faut faire très très attention aussi en habituant les ours polaires à de la nourriture d'origine anthropique, quoi, parce que c'est pas bien. Donc vous voyez, il y a peu de moyens, je dirais, réels. Comme je disais, celui qui vous demande 50 € en disant je vais sauver l'ours polaire, ça c'est un escroc parce que c'est absolument impossible. Ce qui est possible, c'est qu'au niveau gouvernement, comme la Norvège par exemple, comme le gouvernement américain aussi en Alaska ou au Groenland, il y a des zones qui sont réservées, je dirais, quasiment à l'ours polaire, où la tranquillité est réservée. Et ça, c'est plutôt bien, quoi. Ça, c'est déjà un bon début. Et puis évidemment, la chasse n'est réservée qu'aux autochtones, avec des quotas extrêmement précis, qui posent des gros problèmes d'ailleurs, parce que de relations, entre autres au Canada, entre le gouvernement fédéral et les populations autochtones. Les Inuits voudraient chasser plus d'ours polaires, et le gouvernement fédéral ne veut pas. Donc voilà, donc ça crée aussi des tensions à l'intérieur des pays, quoi. Oui, je viens de prendre une chose, moi. Oui. Heureusement qu'il y a des ours polaires dans les zoos, parce que comment feraient les sculpteurs animaliers pour les dessiner? Ils ont qu'à aller sur place avec parce moi. Parce que aller sur place, c'est pas facile de tenir un crayon quand on a les doigts gelés. C'est encore plus difficile de faire du modelage avec une terre qui est dure comme un caillou parce qu'il fait moins de 0 degré. Non, il comprend pas, il se met pas à notre place, le monsieur qui est à côté. D'où les films, tu vois, avec les vidéos, tu les vois bouger, tu les vois se déplacer. Oui, mais on n'a pas le modelé. Ah, t'as pas le modelé. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Non, mais il suffit qu'il y en ait un pour moi, ça me suffit. Non, mais justement, ça, c'est aussi très important ce que tu dis, Michel, parce que moi, je vois aussi des artistes, enfin des soi-disant artistes peintres, qui font beaucoup d'ours dans les zoos. Et nous, on peut voir quand c'est un ours dans les zoos, quoi. Parce que les masses graisseuses et tout ça, elles ne sont pas du tout les mêmes. Alors que moi, je sais que les ours de Michel, c'est d'après des ours sauvages. Parce qu'ils n'ont pas un double menton, ils n'ont pas des formes un peu exagérées et tout ça. Et ça, c'est très, très symptomatique aussi de la source, je dirais, qui inspire l'artiste, quoi. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui, j'ai une question par rapport... il y a, en France, dans les Pyrénées, il y a une réintroduction d'ours slovènes en 2018. Je voulais savoir si, par rapport à l'adaptabilité, est-ce qu'il y avait un changement particulier à des ours slovènes qui viennent en France? Est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce qu'ils peuvent s'adapter normalement? Alors, les premiers ours slovènes sont arrivés en 95, hein, donc c'est beaucoup plus ancien que ça. Et puis, ils ont fait plein de petits depuis, donc ils ont dû s'adapter. Non, ce qui est intéressant à voir les ours bruns, entre autres les ours slovènes, ils ne sont pas venus là par hasard. On n'a pas pris des ours ailleurs. Les ours slovènes, déjà, parce qu'ils ont un patrimoine génétique qui était relativement proche de celui des Pyrénées, et puis aussi dans une morphologie de territoire qui est très, très semblable, et d'alimentation, quoi. Donc, aussitôt, quand vous avez des zones à ours, vous avez des centres, vous avez des passages qui sont liés entre autres à la morphologie du terrain, à l'école à passer, les pentes et tout ça. Et très très vite, les ours slovènes ont repris les mêmes centres, hein, que les ours bruns des Pyrénées qui étaient utilisés certainement depuis des millénaires, quoi, hein. Et donc là, il n'y a vraiment eu aucun problème avec les ours slovènes.
Alors évidemment, il y a des gens qui ont dit oui, mais ils sont plus carnivores parce qu'ils sont pas français, ils sont slovènes, vous comprenez. Donc bon, mais ça c'est du grand n'importe quoi. Donc les ours slovènes, nous on en a vu. Les Slovènes d'ailleurs, les habitants de la Slovénie, les humains vivent très très bien au contact des ours. Nous on a vu des ours, on regardait des ours et en même temps on entendait les gamins jouer dans la cour de l'école. Hein. Donc chez nous il y en a beaucoup de fantasmes par rapport à ça, puis beaucoup aussi de pression politique. Hein. Tandis qu'on peut très bien cohabiter avec les ours. Moi je suis allé au Japon faire un film où là on cohabite très bien avec les ours aussi, même au Japon. Vous voyez. Et donc les ours slovènes se sont très très bien adaptés. Là on arrive avec une population dans les Pyrénées qui est tout à fait magnifique. On est à près de 80 ours maintenant en France. Il y a 30 ans il y en avait 8. Hein, donc ça progresse très bien et il n'y a pas plus d'accidents, il n'y a pas plus de mortalité de brebis maintenant qu'il y en a 80 que quand il y en avait 10 quoi. Donc il suffit que les bergers fassent leur métier de berger, c'est-à-dire qu'ils protègent leurs moutons, ils sont là pour ça. Et on peut très bien vivre, il y a des tas de pays dans le monde, nous on est allé à peu près partout dans le monde pour voir des ours, il y a des tas de gens qui cohabitent avec les ours. En France il y a un vrai problème, mais c'est pas un problème d'où viennent les ours, c'est surtout un problème d'où viennent les gens. Donc non, ils s'habituent très très bien et je dirais que pour l'instant tout se passe plutôt pas trop mal malgré certaines protestations quoi. Voilà. On arrive à 80 ours bruns et 1000 loups aussi en France. Hein. Donc, et les loups, eux, ils n'ont pas été introduits, ils sont venus à pattes. Hein. Comme vous le savez, vous êtes tout près de la zone où les loups sont arrivés d'Italie. Ils n'ont pas été réintroduits, ils sont venus à pattes gentiment et puis ils colonisent la France plus vite. Les loups d'ailleurs que ce qui était prévu, parce que justement on abat des loups et donc plus on détruit les structures familiales des loups, et bien plus ils ont tendance à s'aimer et donc on accélère leur dispersion. Donc ça c'est aussi des choses à prendre en compte. Quand on est avec des grands prédateurs, c'est jamais très très simple. D'ailleurs, on se plaint des sangliers, mais le premier prédateur du sanglier, ce sera le loup, ce sera le renard. Ça évitera qu'il y ait un tel saccage finalement des pelouses et compagnie, même en ville. Tout à fait. D'autres questions ? Je dirais même que le problème de l'ours, c'est le même problème que pour le lynx. On ne supporte plus l'animal sauvage. Le chasseur préfère pour lui, je pense à des propos tenus par un chasseur vers le Jura qui disait « mais c'est pas normal que les lynx mangent nos chevreuils, c'est à nous de tuer les chevreuils ». J'étais un petit peu surpris de tel degré de philosophie, d'intelligence, mais enfin bon, je suis un peu dépassé, je suis un ours, alors je ne comprends pas. Je crois qu'il y a des livres éventuellement qui peuvent être proposés, si je ne sais pas. Stéphane, un petit mot de conclusion peut-être, si tu veux. Ouais, peut-être pour dire qu'on va continuer à travailler ensemble sur la thématique de l'ours polaire, puisque Rémi va commencer à écrire un livre que je vais publier dans la collection Monde Sauvage chez Actes Sud. Donc ce sera le 3e titre que tu signeras dans cette collection, après L'ours, l'autre de l'homme et Ovibos, le bœuf musqué. Voilà. Donc c'est... Ah oui, bien sûr. Et puis on a fait aussi un livre dessiné, une aventure graphique avec Olivier, qui sortira en février.